Donc, la conclusion de ce colloque. La vérité, c'est que moi, je suis absolument bluffée par la qualité d'énergie qu'il y avait dans cette salle et par la qualité des intervenants. La vérité, c'est que je suis sans voix, c'est un peu ballot. Mais enfin, je vais quand même essayer de faire un effort. J'avais quelques trucs à vous dire en conclusion. Le premier, c'était vous parler, est-ce que je peux avoir le... C'était de vous parler de cette enquête que nous avons lancée. Vous savez qu'au GPF, on n'aime qu'une seule chose, c'est s'appuyer sur le terrain. Le terrain, c'est vous, évidemment, parents et professionnels. Aujourd'hui, pour la petite histoire, vous étiez 1 tiers parents, 2 tiers professionnels. Et je pense que c'est vraiment cette énergie qui circulait entre vous et qui est quelque chose qu'on a de plus en plus et qui est de plus en plus fort. C'est franchement, nous on trouve ça merveilleux. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a 3 ans, on avait fait une enquête auprès des parents qu'on avait appelée d'une façon très très positive, polyhandicap, polydésespoir. Et en fait, on avait les réactions des parents sur ce qui se passait par rapport aux établissements. Et quand je dis par rapport aux établissements, je veux dire par rapport à ce qu'une maman avait terriblement qualifié d'une longue liste de longues attentes. Cette année, on a un petit peu changé et on s'est dit, eh ben, ça y est, c'est maintenant, la croisée des chemins, ça arrive. Attention, la transformation de l'offre, enfin de l'offre, la transformation de l'accueil, c'est maintenant. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Et alors, on s'est dit, dans une crise d'optimisme, bon, allez, on va envoyer ça à tous les établissements de France et de Navarre en leur demandant de répondre et de faire passer l'enquête aux parents. Bon, allez, avec un peu de chance, on va avoir 200-300 réponses parce que quand même, ils sont trop sympas. Vous savez quoi? On a eu 1575 réponses. Et donc, sur les 1575 réponses, je vous dis la vérité, on a été submergés. Donc le résultat, ce n'est pas vraiment des résultats. Il y a quand même quelques trucs parce qu'on a été à la fois très heureux et très dépités. Parce que l'idée, c'était, allez, lâchez-vous, dites-nous ce que vous voulez, laissez libre cours à vos rêves. L'argent, on s'en fiche, le reste, on s'en fiche. Dites-nous ce que vous voudriez vraiment. Et là, on a quand même, alors je vous donne des chiffres sérieux, c'est les seuls que je vous donnerai, 835 professionnels. Je vous rappelle que pour le polyhandicap, il n'y a pas tout à fait 1000 établissements spécialisés. Vous avez été 835 professionnels à répondre, les gars. C'est super, quoi. C'est vraiment bravo. Et les familles ont répondu aussi. Ce qui veut dire que les établissements ont fait le boulot de transmettre aux familles. Et franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Genre, merci. Alors, ceux qui me connaissent un peu savent que je suis une personne très disciplinée et très rigoureuse, donc je ne vais pas me permettre de vous donner d'autres chiffres, parce que j'en ai pas. Mais je voulais simplement vous montrer, effectivement, ben voilà, 938 établissements. Oh non, mais alors il y a des gens qui suivent, c'est génial. Et donc, mon petit nuage de mots, je peux l'avoir? Oui? Non, pas la vidéo. Pas tout, non, la vidéo, c'est la surprise du chef. Alors non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Voilà. En réalité, pourquoi est-ce qu'on a été à la fois dépité et heureux? Heureux parce que ce que vous avez demandé, professionnels et parents confondus, c'est ce pourquoi on se bat depuis des années. Alors évidemment, on peut voir la médaille à l'envers et dire oh, non, ben vous vous battez, vous n'avez rien obtenu. C'est pas tout à fait vrai. C'est pas complètement faux non plus. Mais n'empêche que c'est vraiment les choses sur lesquelles on est d'équerre avec vous. Et ça, c'est vraiment important. Donc, en fait, on était à la fois très heureux d'avoir ça et très dépité parce qu'on se disait on va avoir des résultats géniaux, ils vont nous sortir des idées extraordinaires. Oui, vous nous avez sorti des idées extraordinaires, mais comme ça fait des années que vous nous le dites,
ben, ma foi, c'était comme ça. Alors, ce qui est quand même très important, c'est... On a voulu l'illustrer en disant, eh ben, vous voyez, il y a une différence entre la façon dont nous vivons nos enfants et la façon dont les autres les perçoivent. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Il est cool, heureux, souriant, canaille, joueur, gourmand, aimable et apprécié de tout son entourage. Que celui qui ne reconnaît pas son enfant là-dedans se lève et sorte. Mais c'est vraiment ça. Alors qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce que demandent les familles? Non mais regardez, manque d'établissement, je surprends personne. Manque de place, je surprends personne. Plus de personnel, turnover insupportable. En fait, ce qui ressort le plus, c'est de la souplesse. Je ne vous dis pas ça dans un contexte de Jeux Olympiques. C'est vraiment de la souplesse. Que ce soit de la souplesse d'accueil, que ce soit de la souplesse à l'intérieur des établissements, dans l'accueil. Il y a des gens qui écrivent « Non mais je ne comprends pas pourquoi mon enfant est soumis aux horaires des professionnels, alors que ça devrait être le contraire. » J'ajoute rien, il n'y a rien à ajouter. Et donc, si vous voulez, il y a un certain nombre. On va vous donner, on va la sortir, cette enquête, mais je ne vous raconte pas que 1500 réponses. On a quand même essayé de faire les choses d'une façon un petit peu propre, c'est-à-dire qu'on sait qui a dit quoi. Même si l'enquête est anonyme, on sait d'où ça vient. Je veux dire, de quelle place les gens parlent. Vous comprenez bien qu'on n'a pas les mêmes choses entre un parent d'un enfant de 5 ans et un professionnel qui a 30 ans de polyhandicap derrière lui. On n'a pas exactement la même façon de voir les choses. Et même dans les parents, on voit bien à quel point on a, ce que vous savez d'ailleurs tous, à quel point on a cette demande extrêmement forte d'avoir, pour les grands adolescents, pour les jeunes adultes, d'avoir des établissements intermédiaires et des choses qui soient très proches, et ça c'est beaucoup demandé, qui soient très proches du domicile. Par proche du domicile, je ne parle pas de proximité géographique, encore que ce soit demandé, mais je parle surtout de l'architecture, de l'esprit du bâtiment. C'est-à-dire quelque chose qui ne ressemble pas à un univers hospitalier. Je sais, il faut que les fauteuils se croisent, je sais. Donc ça veut dire des grands couloirs, etc. Mais qui ressemble plutôt à du domicile, des petites structures, des choses souples. Et comme je suppose que vous n'allez pas, en rentrant chez vous, reconstruire tous vos établissements, parce que je rêve, mais quand même, il y a par contre un truc qui est très demandé et qui est très humanisant, si je puis dire, c'est la zoothérapie, les animaux de compagnie. Et ça, je veux dire, que ce soit des enfants ou des adultes, et quel que soit leur âge, je vous le dis, ça marche. Donc, la prochaine fois qu'on vous propose des budgets insuffisants, c'est-à-dire demain, pour vos établissements, vous dites « Ah ben, il y a juste de quoi acheter quelques chiens ». Peut-être que ça marchera. Je ne sais pas comment il faut s'exprimer pour que ça fonctionne. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est vraiment important. Et on veut des établissements avec des jardins, des établissements ouverts sur l'extérieur, des établissements avec des balnéos, avec des activités. Enfin, des établissements où on... Quel est le mot que j'allais employer? Personne ne suit, je vois. Des établissements où on vit. Des établissements où on vit. Et ça, c'est super important. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire d'enquête, c'est que ça repose quelque chose qui est, à l'heure actuelle, très compliqué, qui est celui du périmètre du polyhandicap. De qui et de quoi parle-t-on quand on parle de polyhandicap? C'est un vaste sujet. Parce qu'entre les gens qui sont vraiment touchés par des polyhandicaps extrêmement sévères et des gens qui sont à la frontière, entre les demandes qu'on peut avoir, entre des établissements, parce qu'il y a beaucoup de demandes d'établissements, entre des établissements et des studios individuels, voilà, enfin, je veux dire, il faut vraiment bien penser, bien réfléchir.
Je peux avoir la suivante? Et donc, après, l'idée, c'est, vous allez voir que c'est assez rigolo, parce que vous allez le voir, curieusement, c'est comme si vous aviez pensé pareil, parents et professionnels. C'est dingue, non? Manque de personnel. Et alors vous, évidemment, vous les professionnels, ce que vous déplorez. Et je suis navrée de le dire, mais malheureusement à juste titre, je ne veux pas plomber l'atmosphère, mais c'est vrai, c'est les conditions de travail. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas bosser si vous n'êtes pas assez nombreux. Vieille histoire. On avait ça dans le polyhandicap, polydésespoir. On n'a pas choisi ce métier pour être maltraitant. Ben non. Ben non. Mais si vous n'êtes pas assez nombreux, par la force des choses, c'est effectivement ce qui se passe. Et alors, plus de médecins, meilleur salaire, plus de formation, plus de personnel, plus de professionnels. Je ne vous apprends rien. Je suis désolée parce que c'est une enquête qui ne fait que, je ne vais pas dire enfoncer des portes ouvertes parce qu'elles sont sacrément verrouillées, les portes en question. Mais quand même, je pense que ce qui est très intéressant, c'est quand on va dire, attention, quand on va présenter ça au ministère, même si ça ne sert à rien, on va le faire quand même, mais si on doit vraiment présenter ça en disant, mais ce n'est pas juste nous, petits GPF, qui disons ça, c'est quand même c'est 1500 personnes derrière, c'est au minimum un professionnel par établissement. Mais peut-être qu'on va y arriver, peut-être qu'on va y arriver. Alors c'est ça ce que je voulais vous dire, on va la sortir, cette enquête, d'une façon beaucoup plus précise. Je voulais vous en donner les grandes lignes, parce que je pense que, d'abord, je voulais vous remercier, et puis je pense que c'est important que vous sachiez effectivement ce qu'on demande à l'heure actuelle. Et alors, l'étape suivante, c'est gentil de faire des enquêtes. On ne va pas, nous, se mettre à faire un Xème rapport qui va finir dans un Xème placard au 18e étage de je ne sais quel bâtiment. Voilà. On va essayer de pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour obtenir ça? Eh bien, mes amis, je vous le dis, c'est dans vos mains. Parce que le GPF, là je frime, je fais la belle sur une estrade en disant, moi la présidente du GPF, machin, etc. Mais le GPF, c'est pas nous, c'est vous tous. Et je veux dire, nous sans vous, on ne peut rien faire. Et quand je vous dis rien, c'est rien du tout. Rien du tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que vous faites? Toutes les personnes ici qui ont eu des enfants, qui suivaient les pistes habituelles, les cursus scolaires, par exemple, habituels, qu'est-ce que vous faites quand vous avez un problème avec votre collège, avec votre lycée, avec un enfant muté, je ne sais pas où? Vous allez voir votre maire, MAIRE, vous allez voir vos élus, vous allez voir vos députés, vous allez voir les conseils généraux s'il faut. Vous vous bougez en disant « Non mais vous avez vu, c'est absolument pas normal, parce que le fils de ma voisine, lui, il a réussi à avoir ça, et pourquoi mon fils à moi ne l'a pas ?» Sauf que si vous avez un enfant polyhandicapé, eh ben vous n'y allez pas forcément. Vous n'y allez pas forcément parce que c'est difficile, parce que les gens ne savent pas de qui vous parlez, et parce qu'on est tous pareils, et là je le dis de ma place de parent. D'accord, les droits des personnes polyhandicapées, ils sont reconnus, on le sait, appliqués. Déjà peut-être pas jusque-là, mais du coup, vous n'y allez pas parce que vous en avez marre. Et là, il faut vraiment le faire. Alors, pour appuyer mon propos, parce que vous pouvez croire que j'ai une bouffée délirante là, mais ce n'est pas le cas, je vous invite à discuter avec, est-ce qu'on peut avoir nos deux députées merveilleuses, nos deux invités. Alors, uniquement pour vous et simplement aujourd'hui. J'aurais dû faire de la scène, c'est pas possible. Deux anciennes députées de l'Isère et de l'Ardèche. L'une d'entre elles est parent. Alors évidemment, en tant que parent d'un enfant polyhandicapé, elle est évidemment, si j'osais, je dirais branchée polyhandicap.
Servane. Et Bonjour. l'autre... Alors, veux-tu te présenter, ma chère amie? Alors, je suis maman depuis 18 ans d'un jeune homme qui est polyhandicapé, avec une grande dépendance. Et je me suis impliquée très largement au niveau associatif pour le droit justement des personnes en situation de handicap. Et puis je me suis vue confier un mandat de députée il y a 18 mois, puisque j'étais la suppléante d'Olivier Véran, voilà, qui a repris son poste il y a quelques mois. Et donc je me retrouve maman, citoyenne, mais avec une rage démesurée de faire valoir le droit de nos enfants qui en valent tellement la peine. Donc effectivement, Servane disait l'autre jour que ses collègues députés venaient la voir en disant « Toi qui es spécialiste ». Maintenant, comment ça, moi qui suis spécialiste? Qu'est-ce que ça vous coûte de vous former? Je vous rappelle quand même que nous avons affaire à des personnes qui sont décisionnaires, qui ont notre sort dans leurs mains et à qui on demande de prendre des décisions sur des personnes qu'ils ne connaissent pas. Il n'y a pas comme quelque chose d'un peu bizarre là? Comment voulez-vous que ces malheureux députés, parce qu'on peut leur jeter la pierre, je ne parle pas du ministère, ça c'est une autre chose, j'ai un petit grief en ce moment, mais bon, enfin, c'est chronique chez moi. Mais ce que je veux dire, c'est que les députés, les maires, les gens qui prennent des décisions, si vous n'allez pas les voir, si vous n'allez pas leur raconter votre histoire, leur histoire, comment voulez-vous que ces pauvres malheureux sachent de quoi ils parlent? On leur demande des trucs. Regardez ce qui se passe avec la loi sur la fin de vie et la partie sur le handicap, et quand on avait voté Claes Leonetti, la décision pour autrui, etc. Les gens ne savaient pas. Moi, j'ai été présenter des amendements pour ces lois en disant « Ah ouais? Ah ouais, ah oui, maintenant que vous le dites, ah non, mais on n'aurait jamais pensé. » Et comment voulez-vous, vous savez, regardez, on est là, on est tous des gens qui avons une certaine expérience du polyhandicap, on est encore là en train de venir se former. Qu'est-ce que vous voulez que des gens qui n'ont jamais entendu parler de polyhandicap puissent prendre les décisions que nous souhaitons qu'ils prennent, c'est-à-dire les bonnes, évidemment. Et donc, qu'en pensez-vous, madame? Alors, j'ai oublié votre nom. Je suis beaucoup trop vieille. Oui, bonjour, Laurence Delgrière. Donc, je suis effectivement dans cette situation-là. Donc, j'ai été amenée à découvrir le handicap et le polyhandicap grâce à Servane Hugues, avec qui j'ai eu beaucoup de relations. Pour ma part, avant d'être parlementaire, j'étais élue locale et je suis ingénieure, mais sur des sujets, on va dire, très techniques, en lien avec le développement, l'aménagement du territoire, l'agriculture, et donc très, très éloignée de tous ces sujets. Et pour tout vous dire, je pense que personne ne m'avait parlé de ce sujet auparavant. Et donc la première à m'en avoir parlé, et avec beaucoup de passion, donc c'est Servane qui m'a proposé d'être avec vous aujourd'hui. Et à tel point que lorsque j'ai eu des personnes qui m'ont sollicité sur des sujets concernant des établissements, notamment les classes Ulysse, je me suis tournée vers elles parce que je ne voyais absolument pas de quoi retourner ou à quoi correspondait la demande des citoyens. Et malheureusement, les demandes qui arrivent, ou les demandes à laquelle je pense en tout cas, elles étaient beaucoup trop techniques pour que je puisse ne serait-ce que comprendre de quoi elles retournaient. Ce qui fait que avoir de l'information, avoir des contacts avec des personnes qui connaissent le sujet, c'est quelque chose d'indispensable. Et donc, le temps que j'ai passé avec Servane, c'est un temps que, bien évidemment, tous les députés ne prennent pas obligatoirement. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir le faire longuement, à la fois dans l'hémicycle, mais également en dehors de l'hémicycle, sur un sujet que j'ai complètement découvert. Mais vraiment, je tiens à dire que j'ai complètement découvert. Alors,
Si le mot handicap a une signification pour moi, elle reste encore très éloignée de votre signification. Et alors, là où ça a été encore plus fort, c'est quand on parle de la situation des aidants. Pour moi, ça n'avait pas du moins, ça ne renvoyait à rien de particulier. Et c'est en l'écoutant raconter ses moments de vie, ses difficultés qu'elle pouvait rencontrer au quotidien, j'ai pu commencer à comprendre. Et donc, c'est un sujet sur lequel, grâce à elle, on va dire, j'y ai mis l'écoute et sur lequel je suis allée solliciter, on va dire, différentes structures et notamment le DAZEN pour tout ce qui concernait la partie de l'école. Donc, si je pouvais vous faire une suggestion, c'est d'aller à la rencontre de vos élus, alors depuis les élus locaux jusqu'aux élus nationaux, en partant du principe qu'ils ne connaissent pas votre sujet, qu'ils ne connaissent pas votre vie, qu'ils ne connaissent pas la vie de vos enfants ou des personnes que vous accompagnez. Et c'est pas parce qu'ils veulent pas la connaître, c'est parce qu'ils ne la connaissent pas et parce qu'ils sont sur d'autres sujets, d'autres problématiques qui sont différentes. Mais c'est pas parce qu'ils ne la connaissent pas qu'ils ne veulent pas la connaître. Charge à vous de leur donner l'envie d'être à votre écoute, sachant qu'un bon élu, à un moment ou un autre, si on lui amène les choses de façon construite, factuelle, peut bien évidemment être à l'écoute et agir par la suite. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions, mais c'est vrai que moi, ça me semble indispensable de le dire et de répéter. Si vous n'allez pas à la rencontre de vos élus, ils ne le seront pas à votre place. Moi, j'ai écouté un peu tout ce que vous disiez tout à l'heure et j'ai trouvé ça très enrichissant. Et une fois de plus, c'est Servanug qui m'a amené à écouter vos propos. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Alors, je pense vraiment que c'est quelque chose d'indispensable. Je veux dire, on les a élus, tous ces gens merveilleux qui nous représentent. Mais effectivement, comme ça vient d'être dit, qu'est-ce qu'ils représentent si vous n'allez pas les voir? Si dans les établissements ou dans les associations, vous n'organisez pas des projections débats où vous les invitez, si vous ne faites pas des fêtes où vous les invitez, mais comment voulez-vous qu'ils sachent? Comment voulez-vous? Alors après, c'est facile de les critiquer. Oh là là, ces gens-là, ils font rien, c'est insupportable. Ben oui, mais si, ils font ce qu'ils peuvent. Regardez, dès l'instant où ils le savent, c'est quand même quelque chose qui est important. Je veux dire, on est quand même là pour ça, pour nous battre, pour nos gamins, quel que soit leur âge d'ailleurs. Hein, un gamin de 60 ans, ça existe. Pour ceux qu'on accompagne, je veux dire, c'est notre vie, c'est votre vie, et je pense que c'est vraiment important. Alors, est-ce que vous seriez plutôt sensible, je ne sais pas, à des fêtes, à des projections, et c'est difficile, parce qu'on sait à quel point nos enfants sont vulnérables, à quel point ils sont parfois dérangeants, je le dis, et à quel point ils sont... Bon, allez, on se lâche, ils sont merveilleux, quoi. La vérité, elle est là. Alors, qu'est-ce qui, je ne sais pas, film, projection, débat, tout. En fait, tout. L'imagination au pouvoir. Si je peux me permettre... Oui. Oui, à partir du moment où c'est quelque chose qui est ouvert à tous, ça peut être quelque chose d'intéressant à condition d'en avoir le temps disponible. Et c'est la première caractéristique de l'élu, c'est le manque de temps. Je sais bien que beaucoup disent que nous ne travaillons pas assez, que nous ne faisons pas assez de choses, mais il est vrai que les journées font 15 heures, 20 heures, mais la question c'est comment est-ce qu'on vous fait rentrer dans ces journées. Et c'est vrai que à partir du moment où il y a des prises de contact individuelles par des parents, par des représentants d'associations, par des personnes et qui sollicitent des rendez-vous individuels pour expliquer, ne serait-ce que donner les premiers éléments, pour ouvrir et pour éveiller la curiosité, pour donner envie. Et ensuite, à partir du moment où vous avez fait ça, ben, les autres événements, participer à d'autres événements, ça peut être
plus facile, plus simple, parce que disons-le, moi j'ai souvenir de recevoir en gros 300 mails, 400 mails par jour, des propositions à plus en finir. De toute façon, il faut faire un choix. Et donc, on va faire un choix en fonction des personnes qu'on aura pu rencontrer, de ce qui nous aura paru important. Et à partir du moment où on aura senti que les personnes s'intéressent réellement à ce que l'on pourrait nous faire, ou comment on pourrait agir nous, plutôt que d'avoir ce que j'appelle des mails copier-coller qui sont envoyés à tous et qui sont totalement dépersonnalisés. Si je peux rajouter, Marie-Christine, je pense qu'il faut absolument sortir de l'entre-soi aussi. Parce que en tant que parent, on se réfugie dans ces réunions où on parle vraiment de quelque chose qu'on connaît profondément. Mais justement, c'est pas comme ça qu'on va faire avancer les choses, dans la mesure où, en faisant de la pédagogie, et croyez-moi, j'ai eu l'impression d'en faire pendant 18 mois, dans l'hémicycle, Laurence n'avait pas de chance, elle était ma voisine directe. Donc voilà, tout ce qui concernait les sujets de l'aidance, du répit, les places en IME qui manquaient, l'inclusion avec les enfants en situation de handicap à l'école, l'accès aux loisirs, l'accès aux vacances, les sujets sont tellement multiples qu'il faut absolument que vous, parents et professionnels, vous puissiez distiller tout ce qu'est notre vie et qu'on sorte de ce côté, excusez-moi, misérabilisme aussi. Souvent, ce qui est compliqué aujourd'hui dans notre société, c'est pas tant nos enfants handicapés, mais c'est la représentation qu'on a de nos enfants handicapés et de nos familles. Et c'est absolument ça qu'il faut changer. Et je crois que même si j'ai pas eu le temps de faire tout ce que j'aurais aimé à l'Assemblée, j'ai réussi quand même à semer des graines chez Laurence, chez Chantal, chez Claire, chez Freddy, voilà, je ne vais pas tous vous les énumérer, mais en tout cas, j'ai essayé de faire en sorte qu'ils comprennent que nous étions finalement des parents qui avions besoin que nos enfants existent pleinement et avec toute la dignité que ça implique forcément, et tu parles tellement bien, Marie-Christine. Alors ça, c'est magnifique et je pense que au GPF, on vient de donner des verges pour se faire battre. C'est-à-dire que ce que vous allez nous dire dans un deuxième temps, c'est bien sûr, mais vous pouvez nous outiller, nous envoyer des petits... Ben non, mais non, c'est vous qui allez les faire. Quand je vois le talent dont vous avez fait preuve, les uns comme les autres, au cours de ces 2 jours, quand j'entends cette phrase absolument magnifique, ce qui est important, c'est de construire, merci Sonia, au-delà de son propre enfant et de se saisir de la cause du polyhandicap. Je veux dire, vous les avez les outils, vous les avez les idées, les images de nos enfants dans une cour de récréation avec d'autres enfants, les images de vos enfants éventuellement dans une joëlette sur la plage, les images, enfin, je ne veux pas vous le dire, vous en avez vraiment beaucoup. Et je pense que c'est ça, je suis absolument d'accord avec l'idée qu'il faut sortir des préjugés, sortir du côté misérabiliste, sortir de tout ça. Je veux dire, est-ce qu'on est là pour pleurer? Bien sûr que non. On est là pour se battre. On est là pour se battre, encore une fois, pour nos enfants. Les fondamentaux du polyhandicap, c'est ça. L'inclusion, c'est ça. C'est les enfants polyhandicapés au milieu des autres. Pas forcément sans désinstitutionnalisation. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Attention. Mais c'est effectivement les gens au milieu des autres. Et puis ça peut être aussi l'inclusion inversée. Je veux dire, si vous avez des balnéos, des ludothèques, des trucs, mais invitez les autres. Invitez les copains. Faites des choses comme ça. Je veux dire, vous avez éprouvé, là, pendant ces 2 jours, une créativité éblouissante. Je vous le dis. Éblouissante. Mais ne la laissez pas dormir. Je veux dire, allez-y. Franchement, il y a des choses magnifiques qu'il faut qu'on partage.
partage. Qu'on partage. C'est vrai qu'on est dans l'entre-soi, c'est vrai que là on est très contents les uns des autres, mais on est entre nous. Alors c'est facile. Mais il faut vraiment en sortir. Donc je pense qu'on peut vraiment vous faire confiance. Alors déjà, est-ce qu'on a encore une idée brillantissime? Oui, bien sûr, exprimez-la. Bon, ben alors, je vais l'exprimer pour tout le monde, c'est tous ensemble, évidemment. Et je vais faire une requête quand même, ce qui me paraît très important. Je ne parle ni politique, ni économie. Mais s'il vous plaît, allez voter dimanche. Et avant d'aller voter, regardez donc sur le site. Et je ne vous donne pas le site parce qu'il faut que vous travailliez un peu, c'était trop facile de l'afficher. Allez donc regarder sur le site du collectif Handicap, Handicaps, qui réunit 53 associations. Allez regarder sur le site du CFHE, du Comité français des personnes handicapées pour l'Europe, où vous avez, alors c'est un peu déprimant, je ne vous le cache pas, les programmes sur le handicap. C'est un peu déprimant parce qu'ils sont incomplets. Il faudrait tout prendre, faire un grand saladier, etc., et demander au GPF de trier. Mais ça, on n'y est pas encore. Mais s'il vous plaît, faites-le. Parce que vous ne le croyez pas. Mais la différence entre Che Guevara et nous, c'est qu'il disait « Soyez réalistes, demandez l'impossible ». Et nous disons « Soyez réalistes, accomplissez ce qui est possible ». Mais s'il vous plaît, accomplissez-le. Et je vais vous prouver, là maintenant, par image, c'était la surprise promise, que les choses impossibles, on peut les réaliser. Maestro, est-ce qu'on peut avoir la vidéo? Je vous raconte en 2 secondes de quoi il s'agit. Des jumelles, magnifiques, 21 ans. L'une est porteuse d'un syndrome de Rett, l'autre non. Leurs parents habitent à Rochefort. C'est une famille magnifique. Qu'est-ce que fait la jumelle, à votre avis? La jumelle, elle dit « Attends, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi l'actualité? C'est quoi? Comment? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Ma sœur, syndrome de Rett, ma sœur, 21 ans, va porter la flamme olympique. Je vais le demander. Je vais l'obtenir. » Et donc, on a un peu appuyé, on a un peu aidé. Enfin bon, bref, c'était pas que nous. Hein. Et le résultat... Merci, mesdames. Merci. Salut Lou, c'est Louise et Alice. On est sœurs jumelles et aujourd'hui on porte la flamme olympique. On a toutes les deux 21 ans et à ses 2 ans, Alice elle a développé une maladie rare et génétique qui s'appelle le syndrome de Rett. Et en famille, en équipe, on s'est toujours battus pour surmonter cette épreuve ensemble. C'est 20 années d'une maladie dégénérative. Pour Alice, c'est la perte de la parole, c'est la perte de la marche, de l'utilisation des mains. Je pense qu'effectivement, on porte assez haut les valeurs de l'olympisme. C'est la beauté, c'est la fierté, c'est beaucoup d'espoir. 1,5 kg, on se rend pas compte, mais c'est quand même lourd. Le challenge, c'est d'aller jusqu'au bout. 200 mètres avec Alice, et surtout de le faire en marchant. On va marcher grâce à un harnais que mes parents ils ont inventé. On va marcher à son rythme, avec son élan, mais ensemble. C'est un symbole très fort parce que normalement, Alice n'est plus en capacité de pouvoir marcher. Qu'est-ce que tu ressens là, en voyant tes filles? Une grande fierté. J'espère qu'elles vont relever le défi jusqu'au bout, parce que c'est pas facile pour Alice. C'était magique, on a vraiment vécu le moment à 1000%. C'est toi la star. Je suis épuisé. C'est pas vous qui la portiez la flamme? Non, mais il y a quand même 20 ans d'émotion, faut les porter.